On enchaîne de suite avec Fred. Frédéric Lapostole. Le temps que Frédéric s'installe. Il va s'installer. Il arrive, Frédéric arrive. Alors voilà, on a parlé des défibrillateurs installés dans les maisons et on a parlé des défibrillateurs qui arrivaient avec la police, les pompiers, mais il y a des zones dans lesquelles il n'y a pas de possibilité ni d'installer ni d'amener des défibrillateurs. Alors Frédéric va peut-être nous donner une solution ou pas. L'avantage de passer... Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais pouvoir passer assez vite sur certaines d'entre elles. Vous allez voir comment ce sera la conclusion. Attention à ne pas miser tout sur la technologie. Ça a été dit avec des chiffres, mais parfois les images sont plus parlantes. Sur 100 arrêts cardiaques qu'on prend, on en a un gros tiers qui va arriver à l'hôpital, quelques pourcents qui va survivre. Et finalement, notre prise en charge, et ça c'est notre quotidien, hein, je ne sais pas si tout le monde dans la salle s'en rend compte, mais notre boulot, nous, c'est ça. C'est-à-dire que de temps en temps, ça confine au rite funéraire quand même, hein, la prise en charge de l'arrêt cardiaque en préhospitalier. Et cette situation très particulière de prendre en charge une pathologie dont 95% des patients vont mourir, elle a des conséquences sur la façon dont on peut appréhender les pistes thérapeutiques. Parce que adrénaline, ça ne marche pas, ou en tout cas, il n'y a pas de miracle du côté de l'adrénaline. La thrombolyse, on a essayé, ça ne marche pas. Les antiarythmiques, l'amiodarone, ça fait pareil que la lidocaïne, ouais, mais c'est pareil que le placebo. On a essayé un autre vasopresseur, ça ne marche pas. Les dérivés nitrés en association, ça ne marche pas. Aucun de médicament, depuis les 25 dernières années, n'a permis de changer fondamentalement le pronostic. Et c'est là qu'on s'en remet à de la technique, à des techniques parfois assez simples, hein, j'intube pas, mais c'est un peu plus technique que le médicament, ou des techniques plus sophistiquées comme l'ECMO, l'angioplastie, l'hypothermie. Je reparlerai de l'éducation après. L'exemple qui me paraît tout à fait intéressant dans le raisonnement, c'est les dispositifs automatisés de massage cardiaque. Tous les feux étaient au vert, ça devait marcher. Ça devait marcher parce que c'est fiable, c'est reproductible, on ne va pas s'épuiser. Sur l'animal, ça marche. Sur les premières études hémodynamiques, ça marchait. Ça devait marcher. Et pourtant, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché quand ? Tout le monde croyait que ça marchait. Il y en a plein qui se sont vendus. Ça n'a pas marché le jour où on l'a passé aux fourches codines de l'étude prospective randomisée. Et quand on a randomisé, je mets une planche à masser, je mets un dispositif automatisé versus j'en mets pas, eh bien ça a planté. Pas de bénéfice, et vous regardez les chiffres en bout de ligne, non seulement ça ne marche pas, c'est pas une question de puissance, c'est qu'on est même sur une tendance qui serait défavorable. Alors certains ont dit oui, mais c'est parce que ce dispositif, c'est pas le bon, essayons un autre. Même résultat avec l'autre. Et donc c'est le concept lui-même qui n'a pas marché. Alors on pourra discuter de pourquoi ça n'a pas marché. Mais vous voyez que l'idée qu'on peut avoir, et en particulier quand il s'agit de quelque chose de technologique, que ça va marcher, quand ça passe par les fourches codines, et c'est là qu'il faut aller, de l'evidence-based medicine, eh bien c'est terminé. Et beaucoup de nos illusions se sont ainsi envolées, puisque l'intubation, ça ne marche pas, l'ECMO, ça ne marche pas, l'angioplastie, ça ne marche pas, l'hypothermie, ça ne marche pas, les dispositifs, ça ne marche pas, et l'éducation, je suis désolé, mais pour l'instant, on en reparlera, ce sera ma conclusion, ça n'a pas marché non plus. Un seul succès, et il est un peu technique, mais c'est notre seul succès, et vous le savez, hein, ça fait 25 ans maintenant, et on en parle depuis ce matin, c'est la défibrillation. Il n'y a que ça qui a fait les preuves d'une modification absolument majeure du pronostic de l'arrêt cardiaque préhospitalier, où on atteint des chiffres de survie qui sont 10 fois ceux que nous avons dans la vraie vie. 10 fois. Alors, technologie, allons-y. Alors, je pense qu'il faut que vous appuyiez sur le bouton pour déclencher la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Bon, vous l'avez vu, hein, ça fait bien à la télé, et donc on va prendre en charge l'arrêt cardiaque. Voilà, elle appelle. Elle a à peine appelé que déjà, à la 19e seconde, le drone a décollé. Elle déshabille le monsieur, mais il ne se passe toujours rien, vous remarquerez. Hein. Ah, elle va chercher le drone. Hop, elle se barre. Le drone arrive. Vous noterez, le drone, il était sûrement pas loin parce qu'il met quand même 55 secondes entre l'appel et l'arrivée du drone. Elle retourne avec le drone vers le patient. Elle va installer le drone. Elle ne va pas installer le drone. Elle va installer
le défibrillateur, et boum, et défibrille. Alors, effectivement, c'est vachement sympa de regarder ça à la télé, mais 1er mai, 1er mai, c'est que elle appelle à la 9e seconde et il est défibrillé à 1 minute 57, 2 minutes après, il ne s'est rien passé pendant 2 minutes. Alors oui à la défibrillation, mais oui au massage avant la défibrillation. Et ensuite, quelqu'un dans la salle croit vraiment qu'entre l'appel et l'arrivée du drone, 55 secondes, quelqu'un y croit vraiment? Pardon? Voilà, dans Star Trek. Et donc, pour l'instant, là, ce qu'on attend, c'est des preuves. Il y en a d'autres qui ont eu l'idée d'utiliser les drones pour le transport, hein, c'est évident. Hein. Ouais, je viens de Seine-Saint-Denis, hein, donc j'ai des références qui sont quand même séquano-dionysiennes. Il y a pas mal de papiers, mais si vous les lisez avec attention, ces papiers, c'est pour l'essentiel de la modélisation, c'est pour l'essentiel de la théorie. Et quand c'est allé un tout petit peu plus loin que la théorie, c'est le drone à 150 mètres de l'arrêt cardiaque. Mais le mec qui court le 150 mètres, il va le faire en... Allez, il court pas très très vite, il va le faire en 35 secondes. Hein. Il y a une revue de la littérature toute récente qui conclut, regardez bien quand même, j'adore. D'habitude, on parle de résultats qui est statistiquement significatif. Là, c'est un potentiel qui est significatif. Et les auteurs attirent notre attention sur c'est où qu'on va les mettre, c'est où qu'on va les trouver, c'est qui va les conduire, et puis est-ce que c'est là qu'il faut mettre notre thune? Finalement, on en reparlera tout à l'heure, la question se pose. Alors, je vais passer vite parce que tous ces aspects-là, d'un point de vue technique, ont été abordés. On a observé, nous, même en Seine-Saint-Denis, où la population est moins éduquée, hein, mais ce n'est pas péjoratif ce que je dis, c'est que quand l'éducation de la population, d'une façon générale, est moins importante, l'éducation aux gestes qui sauvent est aussi moins importante. Et pour autant, entre 2013 et 2019, on avait observé une augmentation du nombre de gestes initiés par la population. Et vous avez vu comment il suffit de peu de choses pour perdre beaucoup, c'est-à-dire que le Covid, où on a dit aux gens de ne plus toucher les autres, donc évidemment ils ont arrêté de toucher les arrêts cardiaques, et on est revenu 10 ans en arrière. Alors, je vais m'intéresser à la partie gauche de la figure. Pourquoi on avait augmenté le nombre de patients pour lesquels il y avait des gestes qui étaient initiés? Eh bien d'abord, ça a été dit parce que nos assistants de régulation médicale ont mieux fait le diagnostic, ont mieux dirigé la réanimation cardio-pulmonaire par téléphone. Et Tommy, ici, en sera témoin. Moi, au cours de l'année écoulée, j'ai fait un diagnostic téléphonique d'arrêt cardiaque. Tous les autres avaient été faits par les assistants de régulation médicale. Et puis la deuxième chose, ça a été dit aussi, c'est qu'on a systématiquement envoyé, enfin s'il y en avait à proximité, mais il y en a un peu moins en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs, des bons samaritains. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire mieux avec de l'intelligence artificielle? Eh bien, on a la réponse, hein, ça a été évoqué ce matin par Guillaume, cette étude. Et c'est là que c'est important, ce que je disais tout à l'heure, on va vers une étude prospective randomisée. Eh bien, quand on fait une étude prospective randomisée sur l'intégration de l'IA comme outil d'aide à la décision du médecin régulateur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est important d'avoir ça, parce que sinon, on va aller investir sur des pistes qui ne sont pas forcément des bonnes pistes. On aura dépensé beaucoup d'argent sans avoir eu au préalable, et ça pourtant c'est un prérequis, la preuve de l'efficacité. Alors ça va émerger, hein, ça aussi. L'outil, il est prêt. Je pense qu'il y en a déjà qui le vendent. Pour l'instant, il n'y a aucune étude qui montre que ça va permettre d'anticiper et de gagner quelque chose sur le pronostic de l'arrêt cardiaque. Alors c'est un peu moins grave là, parce que c'est un investissement individuel. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand les patients vont nous appeler en disant « Mon mari qui est en train de regarder la télé, il est en arrêt cardiaque ». Les applis, ça a été dit. Pour l'instant, c'est timide. Je voudrais rappeler que Ouest France, Paris Match et TF1, c'est un niveau de preuve faible. New England, Lancet, JAMA, c'est un niveau de preuve fort. Mais ce n'est pas parce que le journal, en l'occurrence Ouest France, nous raconte la belle histoire d'un monsieur qui a été sauvé par une application, par un drone, par quelque chose, que c'est une évidence scientifique. Et c'est ça notre boulot ici, c'est d'aller vers des pistes qui ont été validées d'un point de vue scientifique, même si ce n'est pas toujours
facile. Alors si ça améliore le pronostic, vous voyez le mobile rescuer, donc c'est celui qui a été envoyé. Il semble effectivement qu'il y a un peu plus de patients qui ont une évolution favorable, oui, et ça s'explique par quoi? Ça s'explique par le fait que par rapport à l'équipe d'Emergency Medical System, qui la plupart du temps en France sera une équipe de pompiers, eh bien on a quasiment divisé par 2 le temps. Donc si on divise le temps, sauver du temps, c'est sauver des vies, ça c'est clair. Néanmoins, dans le même numéro de Resuscitation, il y a une lettre, un édito qui dit ouais, mais attention, pas d'exaltation là encore, hein, parce qu'il n'y a pas d'evidence-based, il n'y a pas de preuve sur cette stratégie. Et puis là encore, attention à ne pas investir dans des logiciels qui vont nous aider à fonctionner si derrière il n'y a pas de bénéfice avéré. Pour augmenter la qualité de la réanimation, bon, il y a plein de choses. On pourrait mettre ça sur le thorax du patient avec un accéléromètre qui va nous dire vous massez bien, vous massez pas bien. C'est une piste, ça existe. Et pourquoi pas finalement, puisque on sait que par elle-même, la qualité du massage cardiaque est un facteur indépendant de pronostic. Imaginez que dans le DSA, il y a eu une boîte, et dans la boîte du DSA, il y a quelque chose qui va aider à mieux masser. Pourquoi pas? Il y a d'autres outils qui émergent, comme celui-ci qui a été proposé récemment. On comprend bien qu'il ne va pas être pour le premier maillon de la chaîne, mais pourquoi pas pour un deuxième ou troisième maillon qui aura des indicateurs directement dans les lunettes disant tu masses trop en haut, trop en bas, trop à droite, trop à gauche, trop forte, pas assez, trop vite, pas assez vite. Et puis, puisque j'étais dans les aspects techniques et qu'on ne s'était pas limité aux préhospitaliers, on n'a pas d'outils aujourd'hui qui nous permettent réellement de monitorer le massage cardiaque et son efficacité. Alors on a travaillé avec Tommy, à un moment on faisait du Doppler transcrânien, ce qui n'est pas réaliste dans la vie de tous les jours, ce qui encore moins est réaliste sur les premières minutes de réanimation cardio-pulmonaire. Eh bien dans le genre pas réaliste, dans la vraie vie, il y a faire une échographie transœsophagienne pour monitorer la qualité des compressions thoraciques. La défibrillation, je ne vais pas en dire grand-chose, tout a été dit depuis ce matin. Une des problématiques, c'est que vous êtes dans un bâtiment, vous savez qu'il y a un défibrillateur, mais il est en haut, à droite, en bas, à gauche, dessus, dessous. On ne sait pas et ce n'est pas si simple que ça. Et ce n'est pas dit que même de savoir à quelle adresse il y est, ça va nous permettre de rapidement trouver le défibrillateur. Et puis ça aussi, ça a été évoqué, j'aime bien cette étude coréenne, ils sont allés regarder 25 000 défibrillateurs. En orange, dans 75% des cas, le défibrillateur n'est pas accessible 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que si registre il y a, le registre, c'est prévu comme ça, hein, doit donner l'information. Est-ce que je vais courir 200 mètres pour aller chercher un défibrillateur? Mais 18 heures, c'est fermé. Vous noterez, ça a été évoqué aussi, 84% d'électrodes qui n'étaient pas fonctionnelles, et puis quand même près d'un quart des cas dans lesquels c'est la batterie ou le défibrillateur lui-même qui n'était pas fonctionnel. Je ne parlerai pas de la ressuscitation médicale. En dehors de ça, vous voyez, on nous annonçait en 2015 des espèces de drones d'ambulance qui allaient nous permettre de se rendre directement au chevet du patient, là où il fait son arrêt cardiaque. Et d'ailleurs, il était question qu'on en ait pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est dans 3 mois. Je ne l'ai toujours pas testé. Tommy, tu l'as essayé ? Non, donc il n'est pas sûr qu'en Seine-Saint-Denis, on aura les JO, on ait aussi les petits hélicoptères pour nous emmener auprès du patient. C'est pas sûr, hein, mais peut-être qu'on les aura. Dernier point, on ne peut pas parler technique sans reparler d'éducation, c'est clairement la pierre angulaire. Alors, il ne faut pas être naïf. Hein, si vous pouvez mettre en route la vidéo. Le petit jeune, là, il s'est massé. Enfin, bon, voilà, il s'est massé. Théoriquement, il aurait dû être formé. Il a été formé dans mon bureau parce que c'est un petit apostole. Donc, il est formé pendant son stage de collège dans le service, pas par moi d'ailleurs, hein, mais dans mon bureau. Mais c'est, si vous regardez en bas, une circulaire interministérielle de 2006 qui dit que ça devrait être obligatoire. Et cette circulaire, elle n'a jamais été mise en application, alors même que dans la salle, nous sommes tous absolument persuadés que c'est la pierre angulaire. Et c'est pour ça que je voulais finir là-dessus, c'est la pierre angulaire. Et l'investissement ici, franchement, si vous avez de l'argent à le mettre, mettez-le sur l'éducation et pas sur les drones. Alors à côté de ça, on se dit, regardez, à droite, hein, Belgique, France, Danemark, on est dans ceux qui ont obligation de... Ah oui, si on regarde les textes de loi, la France est un bon élève. Si on regarde la réalité, eh bien, les élèves sont formés à l'école. Si le papa s'appelle Petrovic et qu'il va faire une formation, sinon c'est pas réalisé. Ce qui nous porte ici, pas mal quand même, dans une comparaison internationale.
Alors nous, on avait travaillé, puisque la raison pour laquelle ça n'a pas marché, l'éducation, c'est à la fois une raison de ressources humaines et de matériel et technique. On a travaillé sur de la réalité virtuelle pour former les enfants. On était bien avancé dans un partenariat. Et puis à un moment, il a fallu parler de thunes. Et comme on n'en avait pas, on a laissé tomber. Alors que clairement, pour pas très cher, on peut développer. On discutait avec Thales. Thales, ils font le simulateur de vol du Rafale. Je pense qu'après, simuler un massage cardiaque, c'est pas hyper compliqué, quoi. Mais à un moment, il faut de la thune et on n'en avait pas. Dans cette excellente revue qui a été citée ce matin déjà, il y a les aspects techniques. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire que l'IA, pour l'instant, ne nous a pas aidés. Alors pourquoi pas, mais avant de se jeter dessus, attendons d'avoir des preuves. Que les drones, il n'y a pas d'étude qui ait montré que ça permettait d'améliorer là où on en avait besoin, c'est-à-dire envoyer un drone à 200 mètres d'ici, ça a probablement un intérêt à peu près nul. Envoyer un drone à Rebelle, là où habite Tomislav Petrovic, que personne ne connaît, ouais, là ça peut avoir du sens parce qu'il n'y a pas de secours à proximité. Les applis, la différence avec le drone et d'autres choses, c'est que ça coûte pas cher, ça mange pas de pain, c'est un investissement personnel, donc why not ? Et puis les aides directement auprès du patient, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de concluant. Donc, je vais conclure avec cette chaîne, et vous savez que dans la chaîne, c'est le maillon le plus faible qui en conditionne l'efficience. Alors j'aime bien parce qu'il y avait une deuxième image que vous avez déjà montrée, qui vous a déjà été montrée ce matin par Guillaume, c'est l'impact sur la survie. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas été assez audacieux dans la façon dont ils l'ont mis. C'est-à-dire que, vous avez vu, il y a une hypertrophie des premiers maillons, mais l'hypertrophie des premiers maillons en termes de pronostic, elle est beaucoup plus importante que ce qu'il y a sur cette figure. Et ce que j'ai trouvé très intéressant sur cette figure, c'est la troisième ligne, qui est celle de là où on a mis nos sous. Et vous voyez que les sous, on les met sur la recherche médicale. Mais c'est normal. Moi, je suis médecin. Il m'est plus facile, y compris d'avoir un financement pour faire une recherche intra-hospitalière, que de trouver un financement pour aller faire de la recherche dans laquelle je vais former le grand public aux gestes qui sauvent, alors même que ce sont les maillons déterminants, et vous voyez, le petit défibrillateur, il est tout petit dans la façon dont on investit. Alors, pour conclure sur l'espoir technologique, il faut recontextualiser tout ça. Vous avez compris, hein, et ça, je vous avais dit que c'est important parce qu'on est devant une pathologie dont 95% des patients vont mourir, et on est prêt à tout, et à s'en remettre à de la technologie, et une espèce de mirage qui va passer, qui va nous aider à résoudre le problème. Eh bien, je vous le dis tout de suite, pour les Jeux Olympiques, ça ne se passera pas comme ça, avec des hélicoptères et des drones un peu partout. Ce n'est pas prévu sous cette forme-là. Et puis, cette problématique de s'en remettre à la technique quand on n'arrive pas à résoudre un problème humain, elle n'est pas limitée à la médecine, elle est très émergente avec les problèmes écologiques, où on a l'impression que ce n'est pas la peine à titre individuel de faire des efforts, puisque la solution sera technique, sauf que tous les experts disent que la solution, elle ne sera pas technique, elle sera humaine, et c'est la même chose dans l'arrêt cardiaque. Ma conclusion sera celle de Georges Charpak, prix Nobel de physique, et du coup la science, il sait ce que c'est. La charge de la preuve revient toujours à celui qui affirme quelque chose de nouveau, et plus la chose affirmée sort du cadre des lois établies, genre « je sauve les patients avec des drones », plus les preuves apportées pour étayer cette proposition doivent être robustes, et je pense que c'est une conclusion qu'on peut garder pour l'ensemble des discussions qu'on a eues depuis ce matin. Bon, oui, une question au fond. Bon, en fait, le nerf de la guerre, c'est pas l'éducation, c'est pas les médicaments, c'est pas la défibrillation, c'est le pognon. C'est le pognon. C'est le pognon. On discute maintenant ou on discute après ? Bon, alors je retourne à ma place. Non, si vous permettez, je vais poser ma question. J'ai le micro. Thibault-Antoine Paulet, Société Locaker. Certains fabricants, alors là c'est une question technique où nous on se réfère aux affirmations des fabricants qui nous proposent des capteurs de massage cardiaque avec du feedback plus ou moins qualitatif selon les matériels. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'utilité réelle de ces aides au massage cardiaque qui sont intégrées soit aux électrodes, soit en matériel additionnel connecté directement au défibrillateur ? La réponse est oui, et on peut rediscuter de tout ça après.